Waterloo, le 18 juin 1815, sur les mornes plaines du sud de Bruxelles. À quelques kilomètres de la frontière française, l'armée de Napoléon Ier affronte une armée anglo-germano-néerlandaise dirigée par le duc de Wellington. Malgré la pluie qui empêche ses canons de toucher l'ennemi, l'empereur est pressé et demande à ses troupes d'avancer. Malheureusement pour les Français, les problèmes s'accumulent très vite lors de cette bataille. D'abord sur la gauche, Jérôme Bonaparte s'entête contre la ferme d'Hougoumont que les Anglais défendent avec courage. Ensuite, sur la droite, l'assaut du premier corps est repoussé par une charge de cavalerie. La catastrophe n'intervient cependant que vers 18 h, quand les Prussiens du feld-maréchal Blücher débarquent soudainement par l'Est. Malgré les charges de cavalerie et l'assaut de la garde impériale, les Français s'épuisent. La bataille de Waterloo est donc une défaite pour Napoléon. Ainsi, 3 ans seulement après la débâcle impériale en Russie et un peu plus d'1 an après la première abdication de l'empereur, l'Europe se prépare une nouvelle fois à envahir la France. L'armée coalisée comprend 1 200 000 hommes, un véritable torrent qui s'abat sur l'Empire. Impuissant, Napoléon se rend d'urgence à Rochefort avec l'espoir d'embarquer pour les Amériques. Louis XVIII, en exil à Gand, se prépare quant à lui à retrouver son trône à Paris. Mais alors, dans quel état le Bourbon va-t-il retrouver son royaume? Celui-ci est occupé, à genoux, exsangue, après 25 ans de guerre presque ininterrompue. Pourra-t-il remettre le pays sur le chemin de la prospérité, ou échouera-t-il à guider une nation fracturée? Bienvenue dans cette première série du cycle Siècle de Vienne, quand les rois ont tenté de reprendre en main le pays de la Révolution. Le saviez-vous, lorsque Napoléon était en opération militaire, les lettres qu'il écrivait à ses généraux étaient pratiquement illisibles pour le commun des soldats. Au lieu de contenir des phrases avec du texte en bon français, on y voyait plutôt une série de chiffres difficilement compréhensibles. En fait, sa correspondance était souvent codée et les destinataires devaient d'abord la déchiffrer avant de lire le message. Sur l'exemple affiché à l'écran, il s'agit d'une lettre écrite en 1812 par laquelle l'empereur annonce vouloir brûler le Kremlin. Il s'étonne également du froid polaire qui s'est abattu soudainement sur la région, seulement quelques semaines avant le passage de la Bérésina. Fort heureusement, si cette lettre était tombée aux mains des Russes, aucun d'entre eux n'aurait pu la déchiffrer. Alors vous aussi, protégez vos fichiers, vos messages, vos correspondances et vos informations personnelles avec NordVPN, le sponsor de cette vidéo. Pour la rentrée, munissez-vous du meilleur VPN du marché en l'intégrant directement à votre ordinateur, à votre tablette, à votre smartphone ou à votre TV connectée. Le service va chiffrer vos données en les rendant illisibles, mais va également cacher votre activité en ligne en vous rendant complètement anonyme. Vous pourrez même en faire profiter toute votre famille, puisqu'un seul abonnement permet de protéger jusqu'à 10 appareils en simultané. Dans un monde où les gouvernements sont de plus en plus curieux et où les menaces de pirates informatiques augmentent tous les jours, protéger ces communications devient presque une urgence. NordVPN chiffrera vos transmissions selon la méthode AES 256, la même technologie que celle des militaires. En cliquant sur le lien juste en dessous, profitez de 4 mois offerts et d'une énorme réduction sur tout abonnement de 2 ans. Il y a la formule basique qui propose un simple VPN, il y a la formule essentielle qui contient un VPN ainsi que des bloqueurs de pub et de rançongiciels, il y a enfin la formule ultime qui vous donne accès en plus de tout ça à NordPass, l'application qui gère tous vos mots de passe, et NordLocker, le coffre-fort en ligne ultra sécurisé. Bref, n'hésitez plus, scannez le code QR qui s'affiche à l'écran ou bien cliquez sur le lien juste en dessous pour télécharger NordVPN. De toute façon, c'est sans risque, grâce à une politique satisfait ou remboursée de 30 jours. À la fin du mois de juin 1815, la France napoléonienne vient de perdre la bataille de Waterloo contre la 7e coalition. Napoléon est à Rochefort pour gagner les Amériques, mais il est bloqué par les Britanniques qui surveillent les mers. Louis XVIII, de l'autre côté, revient à Paris sous la protection des troupes alliées. Malheureusement, le roi est impuissant devant la colère des Prussiens qui se mettent à piller les campagnes. Les soldats de Blücher ont à cœur de se venger des Français, ils attaquent les fermes, ils dévastent les villages, ils s'en prennent aux civils comme aux militaires, des exactions qui seraient une réponse aux victoires napoléoniennes de Jena et d'Auerstedt en 1806. Alors, pour éviter d'être prisonnier des Prussiens, l'empereur déchu se rend finalement aux Britanniques et il est transporté sous bonne garde à Plymouth, en Angleterre. Il laisse ainsi Louis XVIII retrouver son trône, mais il le sait, et toute la France le sait, le sort du pays ne dépend plus tellement du roi mais plutôt des princes qui sont réunis à Vienne, en Autriche. Tandis que se disputait la bataille de Waterloo, un congrès pour la paix s'est tenu dans la capitale autrichienne avec objectif de réorganiser le vieux continent pour le siècle à venir.
Alors, que se joue-t-il exactement dans ce fameux congrès de Vienne? Les discussions impliquent des diplomates britanniques, autrichiens, russes, prussiens, mais également français, suédois, espagnols, allemands, néerlandais. C'est toute l'Europe qui se réunit ici pour se mettre d'accord sur une question cruciale, comment se partager l'empire napoléonien après la chute du conquérant. Maintenant, les débats sont dominés par les 4 grandes puissances que sont l'Angleterre, l'Autriche, la Russie et la Prusse. Ces pays sont officiellement alliés, mais comme nous allons le voir, leurs ambitions pour l'avenir sont assez contradictoires. Tout d'abord, côté anglais, Londres sent bien que la chute de Napoléon est le début d'une ère nouvelle. Jusqu'à la Révolution française, seule la France pouvait prétendre concurrencer la flotte britannique sur les mers. La Royale l'avait vaincue lors de la guerre d'indépendance américaine, et Versailles savait liguer les pays européens derrière sa marine pour défendre la liberté de navigation. Seulement voilà, les événements révolutionnaires ont achevé les ambitions françaises, et 25 ans plus tard, les Britanniques dominent sans partage le commerce colonial. Le sucre, les épices, le coton sont acheminés par voie maritime vers les ports d'Angleterre. Ces matières premières sont ensuite transformées à l'intérieur du pays grâce aux systèmes industriels qui ont 50 ans d'avance sur le reste du monde. Enfin, les Anglais exportent ces produits transformés vers toute l'Europe avec une qualité de produits imbattable et leurs marchandises se vendent à prix d'or sur les marchés. Lors du congrès de Vienne, l'intérêt de Londres est donc très simple, protéger sa position de puissance commerciale en maintenant l'Europe divisée, et paradoxalement, pour assouvir cette ambition, elle aura besoin de la France. En effet, l'Angleterre est représentée à Vienne par l'un de ses ministres qu'on appelle Castlereagh. Même si les Britanniques ont participé et financé les coalitions contre Napoléon, ils craignent que la victoire ne donne des ambitions hégémoniques aux Russes et aux Prussiens. Ça tombe bien, les Français, représentés par Talleyrand, sont tout heureux de leur apporter un soutien diplomatique. Après tout, même si les intérêts de Paris et de Londres sont conflictuels concernant les colonies, les deux pays partagent en fait une même ambition en Europe, garantir l'équilibre des forces en évitant que Berlin ou que Saint-Pétersbourg ne prennent trop d'importance. En plus, Castlereagh comme Talleyrand trouve un allié de poids du côté autrichien. Le chancelier Metternich se rappelle pourquoi Marie-Antoinette avait épousé Louis XVI avant la Révolution. L'Autriche est menacée par l'expansion de ses voisins russes et prussiens et a aussi besoin de la France pour les contenir. Bref, le congrès de Vienne partage le vieux continent de la façon suivante. La Prusse obtient une compensation territoriale avec la Rhénanie, une région riche et très peuplée. L'Autriche insiste cependant pour que l'espace allemand reste divisé et éclaté en 2 petits États concurrents. Elle obtient la création de la Confédération germanique qui est alors placée dans sa sphère d'influence. D'ailleurs, Metternich obtient plus ou moins les mêmes garanties au sud des Alpes. Alors que l'empereur français avait unifié les Italiens sous une seule couronne, la péninsule est de nouveau démembrée en 2 petits États indépendants qui doivent, comme l'Allemagne, rester sous contrôle autrichien. Et puis de l'autre côté, il y a la Russie. Le pays des Tsars a englouti l'armée napoléonienne pendant l'hiver 1812 et c'est lui qui a fourni l'effort de guerre le plus important. Son souverain Alexandre Ier veut donc être récompensé à la hauteur de son sacrifice et souhaite notamment qu'on le montre comme le libérateur des princes européens. Ainsi, sous l'impulsion des Russes, le congrès de Vienne ne traite pas uniquement de questions territoriales. La réunion prend également des allures de quête idéologique, de réaction anti-révolutionnaire, de mission mystique qui doit guérir l'Europe des idées françaises que Napoléon aurait exportées pour construire son empire. Alexandre Ier comme Metternich savent que la Grande Armée n'a pas fait que conquérir les pays voisins. Elle a aussi transformé leur structure politique et a pulvérisé la noblesse européenne au passage. Le Congrès souhaite alors revenir au monde d'avant, mais après 20 ans d'hégémonie française, un tel retour en arrière semble difficile. Déjà en Angleterre, où l'empereur déchu est retenu prisonnier, la foule afflue vers le port de Plymouth à la grande surprise des autorités. Les civils veulent regarder, veulent voir, veulent apercevoir cet homme dont on vante tant la gloire militaire. Oui, c'est vrai, il a été le plus grand ennemi que l'Angleterre n'ait jamais connu, mais c'est aussi un conquérant admiré, voire célébré par ses propres adversaires. Napoléon est applaudi par la foule, malgré le fait qu'il avait juré de détruire le Royaume-Uni comme Rome avait détruit Carthage dans l'Antiquité. Pire encore, au-delà de l'admiration populaire pour le général de guerre, la chute de l'Empire provoque des situations complètement paradoxales. En Espagne par exemple, les militaires qui ont chassé les Français demandent au roi le maintien de la Constitution écrite avec le soutien de ces mêmes Français. Les Espagnols veulent conserver les principes d'égalité et de séparation des pouvoirs que les Bonaparte ont importés. Certains se révoltent donc contre le roi qui cherche à supprimer ces lois libérales qu'ils considèrent contre nature. Un général se soulève même à Pampelune pour réclamer le maintien de la Constitution, presque un comble pour un pays littéralement ruiné par l'invasion napoléonienne. Si les Européens se sont parfois battus pour vaincre l'empereur, ils sont de plus en plus nombreux à prendre les armes pour conserver en partie son héritage.
Maintenant, on pourrait croire que la situation en Espagne reste particulière et qu'après tout, les autres peuples sont ravis d'avoir été libérés de Napoléon. Le problème, c'est que même si la domination française était parfois combattue, personne n'a jamais demandé un retour en arrière côté politique. En Allemagne, les étudiants des grandes villes crient Einheit und Freiheit, unité et liberté en français, réclamant le maintien du progrès politique apporté par Paris. En Italie, l'écrivain Stendhal, qui a parcouru le pays après 1815, rapporte que de nombreux habitants appellent encore Napoléon Padre Nostro, ou Notre Père en français. Des partisans appelés Carbonari appellent à lutter contre un retour en force de l'Autriche et entendent rallier les Italiens autour d'un projet de constitution libérale. Plus loin en Pologne, les habitants passés sous domination russe obtiennent du tsar le maintien des lois proclamées pendant la période impériale. Les Français avaient notamment aboli le servage, proclamé un code civil, garanti la tolérance religieuse, et Alexandre Ier n'a pas d'autre choix que de maintenir ces réformes. En fait, la chute de Napoléon crée une véritable fracture politique sur le vieux continent. Tandis que la bourgeoisie tend à vouloir conserver l'héritage impérial, l'aristocratie, humiliée par la Grande Armée pendant 2 décennies, veut rétablir la monarchie absolue sans compromis. Les historiens appellent libéralisme les idées prônées par les bourgeois et appellent conservatisme les principes qui s'y opposent. Voici donc en quoi consiste la quête idéologique du Congrès de Vienne. Au-delà de la victoire contre Napoléon, les Alliés veulent également gagner contre la Révolution française. Ce que les Jacobins ont fait à la France, Napoléon l'aurait fait à toute l'Europe, et Bonaparte est présenté comme un antéchrist qui aurait perturbé la tranquillité du monde. Alors la première chose à faire pour gagner contre la Révolution, c'est évidemment de punir le pays qui l'a fait naître. Sous l'insistance de Talleyrand, le Congrès avait plutôt épargné la France jusqu'ici. Cependant, suite à la bataille de Waterloo, les princes d'Europe jugent que les Français n'ont pas compris la leçon de 1814 et qu'il faut les punir sévèrement. Paris doit donc dédommager financièrement une armée d'occupation qui comprendra 150 000 hommes. Elle doit également s'acquitter d'une indemnité colossale de 700 millions de francs, soit 5 à 7% de son PIB. La somme, déjà hors norme pour l'époque, doit être versée sur 5 ans, ce qui revient à payer 1,7 million de francs par jour. À titre de comparaison, jamais une nation n'a reçu pareil traitement après une défaite. L'Allemagne a dû également payer des indemnités suite à la Première Guerre mondiale, mais la somme exigée ne représentait alors que 2 à 4% de son PIB. Et contrairement aux Français du début 19e, les Allemands du début 20e n'ont pas connu la guerre sur leur sol. La France de Louis XVIII, déjà épuisée par 25 ans de conflit, n'aura pas non plus la chance, comme ses voisins du prochain siècle, de voir leurs indemnités annulées par les vainqueurs. Dans les mots du ministre anglais Castlereagh, l'objectif est en effet d'épuiser les Français tellement qu'ils ne puissent plus bouger pendant 10 ans. La nation révolutionnaire, celle de 1789, de 1793 et de Napoléon, est donc punie 26 ans après la prise de la Bastille. Ensuite, pour tourner la page de la période impériale, le Congrès décide d'exiler Napoléon à Sainte-Hélène. Il s'agit d'une île britannique perdue au milieu de l'Atlantique, un exil que les Alliés espèrent définitif. Le Congrès se donne également les moyens de décourager la propagation des idées libérales, qui sont alors perçues comme une conséquence de l'hégémonie française. Sous l'impulsion du tsar et de Metternich, l'Autriche, la Prusse et la Russie forment une coalition qui prend le nom de Sainte Alliance. Les 3 pays se promettent une assistance diplomatique en cas de révolte, avec l'objectif de décourager toute tentative de révolution, que ce soit en France ou ailleurs. Ainsi donc, sur les cendres de l'Empire français naît une nouvelle Europe, une Europe conservatrice, royaliste, anti-révolutionnaire, que le Congrès espère figer pour le prochain siècle. Mais comme nous allons le voir ensemble, absolument rien ne va se passer comme prévu. Durant l'été 1815, le vieux continent clôt enfin le chapitre des guerres napoléoniennes en exilant l'empereur vers l'île de Sainte-Hélène. Le Congrès de Vienne autorise Louis XVIII à retrouver son trône, mais le Bourbon doit gérer un royaume au bord de la ruine. Les 100 jours, qui désignent la période intervenue juste avant Waterloo, ont été les jours les plus chers de l'histoire de France, selon la formule de l'historien Pierre Brandat. La période qui suit la défaite de Napoléon prend le nom de Restauration et commence donc avec des finances publiques littéralement à sec. Néanmoins, le Bourbon hérite aussi d'un pays ultramoderne avec des institutions à la pointe du progrès politique. La société est en bien meilleur état que lorsque Napoléon a pris le pouvoir, et Louis XVIII a les moyens de la remettre sur le chemin de la prospérité. La seule condition, bien sûr, c'est de parvenir à dépasser les fractures politiques de la nation française. En effet, gouverner malgré les fractures, c'est là que se trouve le principal défi du frère de Louis XVI. Si la noblesse, groupe social naturellement attaché à la royauté, est peu nombreuse, elle trouve cependant un soutien populaire dans les villes et les campagnes du sud et de l'ouest.
Par exemple, juste après la bataille de Waterloo, des scènes de liesse suivent la défaite de l'empereur et les habitants sortent dans les rues pour célébrer la victoire alliée. La foule hisse le drapeau blanc, symbole du roi, et chante le retour des Bourbons, encouragés par une aristocratie et un clergé revanchard. Tous ces événements tendent à prouver l'existence d'un peuple royaliste, fidèle aux nobles et à l'Église, dont la volonté serait de revenir à l'ancien régime. Néanmoins, ce peuple royaliste trouve une opposition politique chez les bourgeois. Les bourgeois sont les habitants des bourgs, il s'agit soit de la petite bourgeoisie, composée d'artisans indépendants, soit de la bourgeoisie d'affaires, qui s'enrichit grâce aux rentes immobilières. Contrairement aux clichés de notre époque, les bourgeois ne sont pas forcément les plus riches. Il s'agit surtout de travailleurs indépendants ou d'intellectuels qui sont attachés aux principes révolutionnaires. Les aubergistes, les chapeliers, les cordonniers, les écrivains publics, les fonctionnaires, tous ces métiers ne rapportent pas grand-chose en termes de revenus, mais se développent dans le cadre des libertés publiques. Vous ne pourriez pas être un bon libraire, par exemple, si le gouvernement censurait la moitié de vos livres. Ensuite, à côté de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie d'affaires, les principes de la Révolution sont également défendus dans les campagnes. Au début du 19e siècle, il y aurait environ 8 millions de petits paysans propriétaires. Ces gens sont très pauvres, mais ont été libérés de l'emprise des seigneurs en 1789 et ne voudront jamais revenir en arrière. 8 millions sur une population d'environ 30 millions d'âmes, cela fait donc près d'un tiers des Français attachés à leurs droits de propriété. Ajoutez les bourgeois qui composent les villes et vous arrivez très vite à la moitié du pays. Peuple royaliste d'un côté, peuple révolutionnaire de l'autre, nobles et petits paysans contre bourgeois et ruraux propriétaires, catégoriser les populations est toujours périlleux, mais la France de 1815 semble bel et bien fracturée en deux. Voilà où se trouve le plus grand défi de Louis XVIII, gouverner son royaume en conciliant deux partis que tout oppose. Malgré tout, et de façon complètement contre-intuitive, le Bourbon ne choisit pas de prendre appui sur le peuple royaliste. C'est pourtant ce que lui recommanderait son frère, le comte d'Artois. Ce dernier veut renier les principes de la Révolution et enterrer à tout jamais l'héritage impérial. Louis XVIII, néanmoins, choisit plutôt d'emprunter une troisième voie. Dans une lettre adressée à ce même comte, il lui répond « Je ne serai pas le roi de deux peuples », sous-entendu le peuple royaliste et le peuple révolutionnaire. Mon ambition est de réunir les deux pour n'en faire qu'un seul, le peuple français. Dans ce but, Louis XVIII entend gouverner selon les principes de la Charte de 1814. C'est un texte de loi adopté après la première abdication de l'empereur qui tente de contenter à la fois la noblesse et la bourgeoisie. Les nobles sont représentés dans la Chambre des Pairs, directement nommée par le roi, tandis que les bourgeois sont représentés par la Chambre des députés, dont les membres sont élus par un collège électoral. Cela pourrait sembler démocratique, mais dans les faits, seuls les citoyens qui paient 300 francs d'impôt ont le droit de vote, ce qui représente environ 100 000 personnes. Les députés sont donc élus par 0,3% de la population, c'est-à-dire que seule l'aristocratie ou la bourgeoisie d'affaires peuvent s'exprimer politiquement. Par contre, si le Parlement tend à protéger l'intérêt des plus riches, le roi donne également de nombreuses garanties à la petite bourgeoisie. Égalité devant la loi, égalité devant l'impôt, code civil, code du commerce, code pénal, liberté de la presse, les progrès instaurés par la Révolution ou par Napoléon sont maintenus voire augmentés. Voici donc ce qu'est l'ambition de la Charte de 1814. À défaut de réconcilier la France royaliste avec la France révolutionnaire, elle veut à minima contenter les deux partis. Ainsi, parce qu'il espère reconquérir le cœur des Français, Louis XVIII se compare ni plus ni moins à Henri IV. Pendant les guerres de religion, son prédécesseur avait dû faire preuve de pragmatisme pour réconcilier la France protestante avec la France catholique. 200 ans plus tard, son descendant trouve à nouveau la France déchirée et doit mettre en place un gouvernement de compromis. Si le Paris du Moyen-Âge valait bien une messe, la Restauration valait bien une charte. Les Bourbons doivent se montrer compréhensifs et gouverner en accord avec la philosophie des Lumières. Ni réaction, ni révolution, ni monarchie parlementaire, ni monarchie absolue, la Restauration selon la Charte de 1814 est une acrobatie politique. Louis XVIII invente la monarchie limitée, pensée pour satisfaire deux France aux intérêts contraires. Reste à savoir bien sûr si le roi connaîtra un destin plus glorieux que celui d'Henri IV. Quelques mois après la bataille de Waterloo, la France encore occupée par l'Europe tente de prendre un nouveau départ. Louis XVIII fait le pari de la réconciliation, mais il lui reste à passer son baptême du feu, les élections à la Chambre des députés. En effet, bien que seuls 100 000 Français puissent voter, les élus représentent néanmoins la volonté générale et chacun attend avec impatience le résultat des urnes. Les candidats se répartissent alors en 4 partis, les ultra-royalistes qui veulent un retour à l'ancien régime, les constitutionnels qui soutiennent la monarchie limitée de Louis XVIII et les indépendants composés de libéraux, de bonapartistes ou de républicains.
Le problème, c'est que la défaite de Napoléon crée un véritable vide dans le pays. La France était un empire en 1813, elle est devenue une monarchie en 1814, elle a basculé en république impériale lors des 100 jours, puis est finalement repassée sous le contrôle d'un roi après Waterloo. Des allers-retours incessants qui, vous le pensez bien, créent des problèmes de maintien de l'ordre dans le pays. Résultat, les partisans royalistes sortent spontanément dans les rues pour traquer les partisans des Bonaparte et se mettent à les pourchasser, voire à les tuer. C'est le phénomène que les historiens appellent la Terreur blanche, et celle-ci dure environ un an, de l'automne 1815 à l'été 1816. L'événement se poursuit avec une purge de l'administration où les fonctionnaires soupçonnés de complaisance avec Napoléon sont écartés. Tout cela a une incidence très marquée sur le vote, car les conservateurs radicaux intimident l'opposition. Fin septembre, le résultat des élections à la Chambre des députés est donc sans appel. Sur 400 sièges, 350 sont pourvus par des ultra-royalistes qui défendent un retour pur et simple à l'ancien régime. La monarchie limitée donne ainsi naissance à un paradoxe, les soutiens les plus affirmés de Louis XVIII deviennent plus royalistes que le roi. En effet, derrière l'expression plus royaliste que le roi, il y a l'idée que le parti des ultras défend une politique que même Sa Majesté en personne trouve trop radicale. Le Bourbon prend néanmoins acte de son échec et parle de chambre introuvable, une façon de dire qu'à ses yeux, la Chambre des députés ne représente pas l'opinion publique. Pourtant, encouragée par l'occupation étrangère et par la Terreur blanche, la nouvelle majorité demande quand même des mesures immédiates. Lors d'une séance datée du 21 novembre 1815, un élu appelé François-Régis de la Bourdonnais prend la parole en ces termes. « Le temps de la justice est arrivé, crie-t-il dans la chambre. Les maux de la guerre, la ruine de tous, le désespoir de l'armée, tout cela, dit-il, serait la faute d'une génération qui a sucé avec le lait de principes désorganisateurs. Il y aurait en France une jeunesse ardente, issue des rangs de la Révolution, qui aurait épuisé les ressources du pays et versé le sang de ses enfants. Un jugement fort qui justifie selon lui la répression la plus terrible contre les Jacobins et les bonapartistes. Sauf que Louis XVIII, comme nous l'avons dit, veut justement éviter ce scénario. Je souhaite que les enfants d'une même patrie soient un peuple de frères, et que la France ne soit pas prisonnière de son passé. Sa majorité insiste cependant, François-René de Chateaubriand, son plus fidèle ministre, apporte aux députés le soutien de la Chambre des Pairs. Moi aussi, lance-t-il au gouvernement, moi aussi j'ai voulu fermer les plaies. J'ai prêché la doctrine de l'oubli et du pardon après la première abdication de Napoléon, mais en voyant le sang versé à Waterloo, je ne le conçois plus. Être un homme de bien, soit, conclut Chateaubriand avec émotion, mais être niais, non. Il faudrait pour lui combattre les révolutionnaires par la terreur afin de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et c'est ainsi que la Seconde Restauration donne naissance à une véritable psychose du complot. Ce sont les termes proposés par l'historien Emmanuel de Varesquiel, car les royalistes sont persuadés que la France est encore acquise aux Bonaparte. Les 100 jours ont montré la fébrilité du trône royal, car après tout, Napoléon avait reconquis le pays en moins d'un mois, et cela sans tirer un seul coup de feu. Malgré les appels au calme de Sa Majesté en personne, les ultras plus royalistes que le roi veulent détruire les héritiers de 1789. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Rien n'aurait été possible sans notre partenaire NordVPN qui vous permet de commencer la rentrée du bon pied. Protégez vos smartphones, tablettes et ordinateurs pour un prix dérisoire, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Quant à nous, nous nous retrouverons pour l'épisode 2 au cours duquel Louis XVIII tentera de sortir du piège tendu par les élections. La Chambre introuvable est un véritable camouflet contre sa politique de conciliation, mais embrasser la cause royaliste lui a tiré les foudres de la bourgeoisie. Nous suivrons également la situation en Europe afin de voir si la Sainte Alliance réussit à mater les mouvements libéraux. Une seule chose est certaine, le vieux continent n'a finalement pas tourné la page de l'histoire napoléonienne.